Salut à tous, après la victoire de Cleveland dans le match 2 des finales de conférence Est 2017, victoire ou plutôt devrais-je dire massacre des Boston Celtics dans ce match 2, après donc deux victoires en finale de conférence complètement à l'avantage de Cleveland, deux dominations totales, eh bien, m'est revenue une réflexion que j'avais eue un petit peu plus tôt dans ces playoffs. Je me suis demandé si cette équipe des Cavs 2017 n'était pas une nouvelle version des Lakers 2001. Je vous propose, via cette vidéo, d'analyser les similitudes qui existent entre ces deux équipes qui ont suivi un petit peu le même parcours, le même cheminement, qui ont le même historique et qui ont affiché un niveau de domination dans leurs playoffs absolument impressionnant. Et je trouvais ça intéressant que de vous présenter ça en vidéo parce qu'on dit souvent que l'histoire se répète et c'est peut-être ce qu'on est en train à nouveau de vivre. Alors, pour rappel, qui étaient ces Lakers 2001? C'était donc les champions en titre. Ils attaquaient les playoffs 2001 en étant champions en titre après s'être imposés en 2000. Une équipe emmenée bien entendu par Phil Jackson et le duo de superstars Shaq O'Neal, Kobe Bryant. Ajouté à ça toute une ribambelle de role-players devenus maintenant des joueurs cultes. On pense à Ron Harper, on pense à Rick Fox, on pense à Brian Shaw, Horace Grant, Robert Horry. Et vous avez comme ça l'effectif qui à ce jour a affiché le meilleur bilan dans l'histoire des playoffs avec 15 victoires, une défaite. On considère que c'est l'équipe qui a le plus dominé une série de playoffs, un exercice de playoffs, c'est les Lakers 2001. Ils ont en effet atteint la finale NBA sans avoir perdu un seul match, en éliminant les Blazers au premier tour, les Kings au deuxième et les Spurs en finale de conférence. Ils perdront leur premier match des finales NBA face aux Sixers avant de gagner les 4 suivants et donc d'arracher un bilan de 15 victoires pour une défaite. À l'époque, le premier tour se jouait encore au meilleur des 5 matchs. Ce qui est très intéressant, c'est que du côté des Lakers 2001, il y avait déjà un certain Tyronn Lue qui est désormais le coach des Cleveland Cavaliers. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les Lakers ont eu une montée en régime durant ces playoffs avec un premier tour face aux Blazers qui a été relativement serré, comme les Cavs face aux Pacers. Ça s'est notamment terminé dans le match 3 avec un tir quasiment au buzzer à 3 points de Robert Horry. Ensuite, ils ont encore monté un palier en se débarrassant relativement facilement des Kings, comme les Cavs l'ont fait face aux Raptors. Et puis ensuite, ça a été un massacre, une domination totale en finale de conférence face aux Spurs, des Spurs qui n'ont rien pu faire et qui ont été tout simplement détruits par ces Lakers qui, on le disait, ont trébuché sur le premier match des finales avant de finalement dérouler et d'être champions. On parlait des finales de conférence, de la domination des Lakers face aux Spurs. 2 premiers matchs gagnés à l'extérieur par Los Angeles, relativement serrés, et puis les matchs 3 et 4 qui auront été 2 blowouts total et on a retrouvé une équipe des Spurs totalement dominée sur ces matchs 3 et 4, un petit peu à l'image de ce que Cleveland est en train de faire subir à cette équipe de Boston, une équipe de Boston comme les Spurs à l'époque, qui est complètement dominée, et cette domination, elle semble inaliénable, c'est-à-dire que il y a tellement de secteurs, il y a tellement de domination côté Cavs que la réaction possible de l'adversaire paraît complètement improbable parce qu'ils sont tout simplement beaucoup trop surclassés pour être en mesure de réagir. Retour sur le match 2 là, qui vient de se terminer, les Cavs finissent à 1,32 points par possession en attaque et ils limitent les Celtics à 0,83 points par possession. Donc là on n'est plus dans les petits ajustements qui peuvent permettre aux Celtics de revenir. Là on est dans une avalanche d'ajustements qu'il faudrait mettre en place tellement l'écart de niveau paraît élevé, et c'est un écart qui semble même structurel, c'est-à-dire que ça paraît insoluble pour les Celtics parce que s'ils essayent de jouer grand pour matcher un petit peu les qualités physiques des Cavs et rester dans le coup au rebond, et bien s'ils jouent grand,
ils se retrouvent dans des séquences où un intérieur doit défendre sur LeBron James et ils sont complètement battus. Et s'ils jouent petit pour essayer de matcher en vitesse, eh bien ils se retrouvent dans une configuration où un Bradley ou un Marcus Smart doit aller défendre sur LeBron James ou Kevin Love au poste bas et ils sont une nouvelle fois battus. Ça paraît insoluble comme ça paraissait insoluble à l'époque pour les San Antonio Spurs, notamment après la très lourde défaite dans le match 3, tant l'écart de niveau était important. Au-delà de ça, ce qui est aussi vraiment très impressionnant, c'est de voir sur ces playoffs le niveau de domination des deux équipes, avec des Lakers qui étaient à 1,9 points par possession quasiment et seulement 0,95 points encaissés, un net rating vous voyez à 13,5, un petit peu à l'image de ce que Cleveland est en train de faire maintenant, avec un rendement offensif absolument exceptionnel, un rendement défensif qui est somme toute correct et un net rating qui est lui aussi complètement mutanesque. On est pratiquement à 16 de différentiel entre qualité d'attaque et qualité de défense. C'est tout simplement mutanesque. Très intéressant, les deux équipes sortaient quasiment de la même configuration pour ce qui était de la saison régulière. On a des deux côtés deux équipes qui finissaient classées deuxième dans leurs conférences respectives, deux équipes qui étaient championnes en titre, deux équipes qui avaient fait une saison somme toute correcte, à plus de 50 victoires, mais sans non plus être dans l'éclat et dans la domination totale en saison régulière. Les deux avaient déroulé sans vraiment convaincre et accroché une deuxième place dans leurs conférences respectives. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux équipes ont vraiment la même typologie. On avait la deuxième meilleure attaque de la NBA en 2001 pour les Lakers, on avait la troisième meilleure attaque côté Cavs en 2017 et seulement la 19e défense côté Lakers et seulement la 22e défense côté Cavs. Donc on avait deux équipes qui avaient été des locomotives d'attaque en saison mais relativement médiocres en défense qui attaquaient les playoffs, et ces deux équipes ont réussi à complètement se transcender en playoffs pour à la fois gagner en efficacité offensive et même énormément gagner en efficacité offensive tout en limitant leurs faiblesses en défense, en maximisant un petit peu leur défense, et on a réussi finalement sur ces deux équipes à gagner à la fois en qualité d'attaque et à la fois en qualité de défense sur ces playoffs. On a donc eu une explosion des qualités de ces deux franchises, ce qui était assez intéressant, d'autant plus intéressant que les Lakers 2001 et les Cavs 2017 avaient connu un gros passage à vide sur le mois de mars entre les matchs 60 et 75, puisque du côté des Lakers, donc sur le mois de mars, entre les matchs numéro 60 et 75, on avait affiché un 7 victoires, 7 défaites, et côté Cavs, on a affiché sur exactement la même période et sur exactement les mêmes numéros de match, un bilan de 5 victoires pour 9 défaites, à une période de l'année où il faut commencer à monter un petit peu en intensité parce que les playoffs ne vont pas tarder à arriver. On avait deux équipes qui étaient un petit peu en difficulté, qui ont montré pas mal de lacunes, pas mal de faiblesses. En gros, il y a eu un passage à vide, un coup de mou dans cette période, et c'est finalement très intéressant de voir en quoi ces deux équipes ont complètement gommé ce petit coup de mou, cette petite baisse de régime, cette petite sous-performance en saison régulière pour complètement exploser durant les playoffs. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que les Lakers avaient fait le plus difficile en survivant à l'Ouest et en arrivant en finale NBA. Parce que très clairement, à l'époque, il y avait un énorme déséquilibre de niveau entre la conférence Ouest et la conférence Est. Vous me direz, c'est encore un petit peu vrai présentement, mais c'était encore plus marqué à l'époque. Et au moment où les Lakers
affichait donc un bilan de 11 victoires, 0 défaites et arrivé en finale NBA invaincu. Il s'apprêtait à jouer une équipe des Sixers qui avait eu toutes les peines du monde à atteindre les finales NBA. Ça s'était joué en match 7 en finale de conférence, ça s'était joué en 7 matchs en demi-finale de conférence juste avant face aux Raptors. Et voyez que le différentiel qualité d'attaque, qualité de défense des Sixers, il était relativement faible. Et regardez aussi parallèlement le pourcentage au tir efficace des Sixers, il était très très faible. Donc en gros, on avait des Lakers qui, en survivant à l'Ouest, avaient fait le plus dur et attaqué la finale NBA en ayant à faire finalement le plus facile et en affrontant une équipe des Sixers entre guillemets relativement faible. Là où le challenge des Cavs est complètement différent, autant on a vu beaucoup de similitudes sur le cheminement jusque-là, autant là, la dernière ligne droite est complètement différente. C'est qu'en survivant à la conférence Est, qui va vraisemblablement arriver, je ne vois pas comment mener 2-0 avec les 2 prochains matchs à Cleveland et avec une telle domination, comment les Celtics pourraient s'en sortir, et idem, j'ai du mal à imaginer les Spurs réussir à surclasser les Warriors. Donc on se dirige tout droit vers une finale Cleveland Cavaliers Golden State Warriors. Et là où je veux en venir, c'est que en survivant à la conférence Est, les Cavs ont en fait le plus facile et que le plus dur maintenant reste à faire, parce qu'il faut aller affronter un autre mutant de la NBA, les Golden State Warriors, qui, comme les Cleveland Cavaliers, ont complètement dominé leur playoff et ont un net rating, donc un différentiel attaque-défense qui est complètement surhumain. Donc, évidemment que non, les Cavs 2017 ne sont pas les nouveaux Lakers 2001, parce que présentement, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 20 mai, et bien le plus dur reste à faire pour cette équipe de Cleveland. Et si Cleveland n'est pas champion, eh bien on ne retiendra pas grand-chose dans l'histoire de la NBA de cette équipe, puisque traditionnellement on ne se souvient que des champions en titre. Donc, évidemment, les Cavs, n'étant pas encore champions, ne peuvent pas être considérés comme les Lakers 2001, parce que le plus dur reste à faire, et affronter des Golden State Warriors qui ont finalement quasiment le même niveau de domination que cette équipe de Cleveland dans une conférence Ouest qui est un petit peu plus relevée, c'est tout aussi impressionnant. Mais ce que je voulais souligner, et qui est vraiment fascinant quand vous analysez ces deux équipes, c'est qu'il y a vraiment énormément de parallèles entre les deux. Le champion en titre, qui sort d'une saison relativement moyenne, qui finit classé 2e dans sa conférence, qui a eu un gros coup de mou au mois de mars, qui a été une très très bonne équipe d'attaque, mais une relativement médiocre équipe de défense, qui balaye tout le monde en montant en intensité avant d'atteindre la finale NBA. Je trouvais ça assez fascinant finalement d'avoir deux équipes comme ça qui écrivent un petit peu leur histoire à la même façon. Maintenant, effectivement, rien n'est fait. Le plus dur reste à faire. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'on en avait parlé dans la vidéo preview, c'est que les Celtics, et je vous l'avais démontré par A plus B, ils avaient toutes les armes pour mettre un petit peu en difficulté cette équipe de Cleveland, notamment avec une bonne capacité à contester les tirs à 3 points, avec un jeu d'attaque relativement collectif qui pouvait mettre un petit peu en défaut cette équipe de Cleveland. Et finalement, les Cavs, ils ont balayé ça d'un revers de main. Ils se sont dit, allez Blight, avec tes previews à la con, tu nous fais chier, dégage. Tes stats, c'est de la merde. Et ils ont tout balayé d'un seul coup. Et ça en dit long, finalement, sur le niveau qu'a réussi à atteindre cette équipe des Cavs. Un petit peu comme à l'époque, quand les Lakers s'apprêtaient à affronter les Spurs. On disait, attention, les Lakers, ils ont été champions en 2000 parce qu'ils sont pas tombés sur San Antonio. Les Spurs, ça va être un autre challenge. Ils vont pouvoir leur proposer un vrai défi. Et les Lakers ont balayé ça d'un revers de main, ils ont explosé totalement les Spurs, et ça en dit long sur le niveau de cette équipe de Cleveland. Et ce que je trouvais très intéressant dans ce scénario que suivent ces deux équipes, c'est que on a deux équipes qui ont été complètement capables de se transcender arrivant en play-off, et je trouve ça fascinant parce que dans 99% des cas dans le basket,
Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. Et ça, c'est une expression que je vous ai beaucoup répétée, parce qu'elle est, dans la quasi-totalité des cas, vraie. Et là, on a des équipes qui n'ont pas spécialement semé de l'excellence en saison régulière, mais qui ont réussi à atteindre un niveau qui est vraiment très 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 impressionnant. C'est pratiquement l'ataraxie du basket. Donc l'ataraxie, c'est quoi? C'est l'absence de trouble. C'est quand vous êtes dans un niveau de sérénité qui fait que vous ne ressentez plus aucun trouble. Eh bien, quand on voit ces deux équipes jouer, on est un petit peu là-dedans. Absence de trouble total. Les Cavs ne sont ni inquiétés en attaque, où ils déroulent, ni inquiétés en défense, où ils arrivent complètement à neutraliser leurs adversaires directs. Les Lakers faisaient pareil. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ça nous promet des finales quand même qui promettent d'être exceptionnelles, avec deux équipes qui vont arriver là-dedans comme des 40 tonnes lancées à pleine vitesse. Ça va être un choc frontal qui va laisser une vague et un souffle absolument phénoménal. On aura l'occasion de suivre ça. On est dans la dernière ligne droite avant les finales NBA. Espérons des finales NBA de qualité, parce qu'on va pas se mentir, jusque-là, les playoffs ont été extrêmement ennuyeux, peut-être les plus ennuyeux que j'ai jamais connus, moi qui suis la NBA depuis 25 ans. Donc espérons que tout ça soit gommé par des finales exceptionnelles. On sera là pour suivre ça. J'espère que vous serez à mes côtés. D'ici là, prenez soin de vous. Bon match à tous.